Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin. Vous avez veillé tard en effet pour ce dîner à l'Élysée. Et ce matin, alors que le président vous a vu vous hier soir, la première ministre voit les syndicats. En ce moment même, Philippe Martinez de la CGT. Dans 1 heure, ce sera Laurent Berger de la CFDT. Tout ça pour parler retraite. J'ai envie de vous demander à quoi ça sert encore de discuter avec les syndicats. Est-ce que le gouvernement peut vraiment renoncer à un report de l'âge légal à 65 ans ? Déjà parce qu'il y a beaucoup de sujets qui doivent être discutés sur la question de la réforme des retraites. Ça fait 2 mois que les concertations ont commencé avec la Première ministre et ça fait 2 mois qu'il y a des choses qui avancent et qui sont utiles. C'est ce qui était dit à l'instant sur la tout question... ce qui est autour de l'âge, la pénibilité, oui, les carrières longues, l'emploi des seniors. Pourquoi on doit potentiellement reporter l'âge légal ? Pour une raison évidente et clé, vitale même pour notre système, qui est la question de son financement, qui est la question de sa pérennité. Si on croit un système par répartition, il faut donc s'en donner les moyens. Et s'en donner les moyens, c'est faire en sorte qu'on puisse travailler tous plus dans notre pays. Mais il faut aussi prendre en compte les nouveaux droits sociaux qui pourraient exister grâce à ça. C'est quoi le minimum de retraite que vous aurez si vous avez travaillé tout au long de leur vie, de votre vie ? Au moins 1 200 €. C'est ce qu'on souhaite. Mais ça, il faut le financer. Comment on fait en sorte que ceux qui ont travaillé tôt puissent partir plus tôt ? C'est la question des carrières longues. Comment on fait en sorte de pouvoir cumuler, si on le souhaite, parce qu'il y a un certain nombre de Français qui souhaitent continuer à travailler même en étant à la retraite et donc continuer à ouvrir des droits sociaux. Comment on fait en sorte que les femmes qui ont eu des carrières hachées, eh bien, à un moment ne subissent pas une décote trop importante. Berger, c'est tout ça qui doit pouvoir discuter avec les syndicats. Consensus avec les syndicats, la CFDT est très ouverte, elle est d'ailleurs très satisfaite que vous ouvriez ces chantiers. Si on revient sur la question de l'âge, oui. Hier soir, le président de la République a bien arbitré que la position de l'exécutif restait le report de l'âge légal à 65 ans, comme il l'a proposé initialement dans la campagne. Mais ce qu'on a dit hier soir, et je ne suis pas là pour raconter dans le détail évidemment ce dîner. Non, mais pour nous dire quelles sont les convictions de la majorité aujourd'hui. Notre conviction, elle est claire. C'est qu'à partir du moment où nous avons assumé devant les Français de mener une campagne au moment de la présidentielle et au moment des législatives pour dire que cette réforme était nécessaire, vitale, expliquer pourquoi, et qu'en effet, il fallait pour cela assumer un report de l'âge légal à 65 ans, ce serait peut-être un peu baroque aujourd'hui de vous dire finalement les convictions qu'on avait hier, on n'y croit plus, et donc au lieu des 65 ans, on va changer. Moi, je suis donc pas la proposition reste un report de l'âge légal à 65 ans. Mais moi, je suis pas arc-boutée sur le fait qu'on évolue. Mais pour évoluer, ça veut dire tout simplement qu'il faut que le débat le permette. Si demain, on a des syndicats qui nous disent « Écoutez, nous, on est prêts à assumer avec vous cette réforme, parce qu'on sait que c'est dans l'intérêt du pays de mener cette réforme. » Mais dans ces cas-là, ce n'est pas 65 ans, peut-être 64 ans, et une augmentation de la durée de cotisation. Alors, ça se discute. Mais il faut assumer le principe de départ, qui est de dire que cette réforme est nécessaire. Il faut aussi qu'à l'Assemblée, et moi je le dis aux groupes parlementaires, notamment dans les oppositions, assumer de dire avec nous qu'on n'a pas d'autre choix que de réformer. Il faut arrêter de mentir aux Français et de leur faire croire qu'on peut partir à la retraite à 60 ans, ou alors il faut assumer de dire comment on va le faire. C'est-à-dire on va baisser les pensions de retraite ou augmenter les cotisations. Sur ce que vous venez de dire, pour être sûr d'avoir parfaitement bien compris, vous nous dites, s'il y a un point d'accord possible avec les syndicats, on peut bouger. S'il n'y a pas d'accord possible, on reste à 65 ans. Oui, je crois que c'est une bonne manière de faire. Si on voit qu'il y a une voie qui existe dans la concertation pour qu'on soit des partenaires et qu'on avance sur la nécessité de la réforme, mais que ça nécessite de bouger, alors on n'est pas arc-bouté. Si on voit qu'il y a un chemin dans la voie parlementaire, alors tant mieux, mais sinon, on assumera ce qu'on porte et les convictions qui sont les nôtres jusqu'au bout, parce qu'encore une fois, c'est la question de la pérennité, de la survie de notre modèle qui est en jeu. Vous le ferez par quel véhicule ? On sait qu'il y a 2 solutions, soit un projet de loi classique, ad hoc, soit un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif. C'est l'option qui est retenue ? En vérité, ça a peu d'impact pour la vie des Français de savoir si c'est un projet de loi autonome ou si c'est un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative. Je ne suis pas certaine que tout le monde comprenne bien en vérité de quoi on parle ce matin. Et la réponse à ma question, c'est ? Mais la réponse, ce sera en vérité la Première ministre qui le dévoilera, je pense, la semaine prochaine, ou peut-être même en janvier, parce que ça dépend aussi du climat qu'on aura à l'Assemblée nationale, tout simplement. Encore une fois, vous le voyez bien, on a réussi, sur tous les autres textes que des textes budgétaires, à faire en sorte qu'ils soient adoptés sans le 49.3. On l'a fait cette semaine sur un texte très important sur la sécurité des Français. On l'a fait en permanence, sauf sur les textes budgétaires. Donc la question qu'on doit poser aux oppositions, et que moi je leur pose, c'est est-ce que sur la question des retraites, vous en faites un point absolu pour démontrer que vous êtes dans l'opposition, alors même que pour certains, en vérité, ils partagent nos convictions. Moi, je le dis notamment à la droite. Est-ce que vraiment, vous voulez refuser de voter un texte alors que vous aviez des propositions qui n'étaient pas si éloignées de celles que nous avons portées ? Je dis à la gauche, est-ce que vous voulez des droits sociaux nouveaux en plus pour ceux qui travaillent aujourd'hui et qui sont à la retraite demain ?
alors accompagnez-nous sur cette réforme. Si on voit qu'ils sont arc-boutés, alors malheureusement, peut-être que ce sera en effet une autre voie parlementaire qu'on devra choisir. S'il reste arc-bouté, comme vous dites, ça veut dire que le gouvernement peut recourir par 49.3. Ce n'est pas tabou sur un texte aussi important que celui des retraites. Je crois que ça ne doit pas être tabou. Ça ne doit pas être tabou parce qu'encore une fois, nous n'avons eu de cesse de dire pendant tout au long de notre campagne notamment que cette question elle était vitale et c'est ce que je viens de vous dire encore ce matin. Si on considérait que c'était pas une réforme importante, que c'était pas une réforme nécessaire, est-ce qu'on la ferait? En vérité, on sait bien qu'on ne va pas gagner en popularité en assumant cette réforme. Mais on le fait parce qu'on croit qu'elle est nécessaire. Et parfois, dans la vie politique, même souvent, en vérité, on devrait d'abord assumer de faire ce qu'on croit bon, ce qu'on croit nécessaire pour l'intérêt général. Et encore une fois, je le dis aux oppositions, soit vous nous rejoignez sur un projet qui permette non seulement de sauver le système, mais de l'améliorer, de le renforcer, de créer des droits sociaux nouveaux, soit vous êtes arc-boutés. Et dans ces cas-là, ayez l'honnêteté de dire aux Français que vous ne savez pas financer un système demain où on partira à 60 ou 62 ans, sauf à dire aux retraités qui le sont aujourd'hui, on va baisser vos pensions de retraite. Vous disiez à l'instant, on regardera aussi le contexte, il y a le contexte parlementaire, il y a le contexte social. Je disais en introduction, les syndicats aujourd'hui, ils sont contre un report de l'âge. Il y a quand même une chose qui n'est pas banale, c'est que la CFDT a annoncé qu'elle était prête à se mobiliser auprès des autres syndicats en janvier. Ça peut prendre la forme de journées de grève, de manifestations, tout ça va encore être défini sur les modalités. Ça ne vous fait pas peur que la CFDT, syndicat réformiste, soit prête, elle aussi, à rentrer dans un mouvement de mobilisation ? Moi, j'espère que ce ne sera pas le cas et j'espère que les Français n'auront pas envie de se joindre à des mouvements de mobilisation parce que je crois que les Français, ils n'ont pas envie de voir un pays bloqué parce qu'ils voient qu'on est dans une situation sociale et économique qui est difficile. Ils voient qu'on fait tous collectivement des efforts, qu'on fait des efforts pour faire en sorte que notre pays soit celui qui connaisse l'inflation la plus faible d'Europe. Et donc, ça n'est pas rien qu'on fait des efforts sur la question de l'énergie pour accompagner les Français. On le fait encore avec les plus fragiles, les plus vulnérables, avec un chèque énergie à 100 €. Donc, est-ce qu'on a envie de prendre le risque de mettre un pays à l'arrêt, de créer plus de tensions sociales, plus de crispations, d'empêcher potentiellement des gens d'aller travailler? Je crois que ce n'est pas l'intérêt des syndicats, en vérité, de montrer ça. Je pense que peut-être qu'il faudrait aussi que les syndicats acceptent l'idée que d'abord, on peut ensemble négocier, qu'on peut ne pas être tout à fait d'accord sur la voie pour y arriver, sur l'objectif définitif, mais qu'on peut ensemble faire en sorte que tout simplement des droits sociaux nouveaux soient créés. Une question sur les oppositions. Vous avez fait allusion à plusieurs reprises à leurs convictions, en particulier LR, qui va désigner son nouveau président dimanche. Il y a un second tour qui est organisé entre Éric Ciotti et Bruno Retailleau. Est-ce que ça fera une différence en fonction de si c'est l'un ou l'autre qui est désigné sur la capacité que vous aurez à travailler avec eux? Je crois pas. Je crois surtout que ça démontre ce qu'est devenu aujourd'hui, ce qui est supposé être le parti de droite républicain dans notre pays. On oublie que Bruno Retailleau a fait ses classes plutôt à l'extrême droite et avec Philippe de Villiers. Et aujourd'hui, on en vient à le dépeindre finalement comme un modéré absolu. Je ne crois pas que les convictions qui sont les siennes, ce qu'il dit régulièrement, presque sur la submersion migratoire, ce qu'il a fait régulièrement sur les questions de société, où il s'est opposé farouchement au mariage pour tous, où il s'est opposé farouchement à la PMA, puisse le classer parmi les modérés. Et je ne crois pas qu'Éric Ciotti le soit plus. Donc ça démontre juste qu'il y a un glissement progressif de la droite républicaine française, qui ne parle plus ni aux libéraux dans notre pays, qui ne parle plus d'ailleurs aux centristes dans notre pays. Je ne sais pas si ça leur permettra de se reconstruire, ce n'est pas mon problème en vérité. Alors ça peut l'être si vous êtes dans l'espoir, peut-être, l'attente, qu'un accord de gouvernement soit toujours possible avec eux d'ici la fin de la mandature. C'est une option qui a été évoquée à plusieurs reprises. Pour vous, elle est définitivement écartée ? Moi, je crois surtout qu'on a 60 députés, les Républicains, à l'Assemblée nationale, et qu'on a 60 députés qui ont des convictions qui sont parfois différentes, et qu'un certain nombre d'entre eux, en vérité, sont prêts à nous accompagner en fonction des textes et en fonction de la manière avec laquelle on est prêt à travailler avec eux. Donc, il faudra aller les chercher individuellement plutôt que de parler au groupe ou au parti. Heureusement, ils ont une liberté de vote. Ils ont une liberté de ton, ils ont une liberté d'esprit, ils sont élus sur des territoires qui sont différents. Et je crois qu'un certain nombre d'entre eux a aussi envie tout simplement que le pays avance et n'a pas envie d'être dans une obstruction massive, systématique. C'est quoi l'intérêt ? Ça fait pour certains d'entre eux 15 ans maintenant, enfin ça fera à l'issue du mandat 15 ans qu'ils seraient dans l'opposition. 15 ans. 3 mandats où la droite est dans l'opposition dans notre pays. Donc c'est la démonstration qu'en vérité, les différents projets qu'ils ont présentés n'ont pas réussi à convaincre les Français, à les rassembler et à réunir une majorité. Avec nous individuellement. Donc, ma question n'est pas que vous adhériez demain à Renaissance. Tant mieux si certains veulent vraiment nous rejoindre sur la totalité du projet qu'on présente. Mais je pense qu'on a surtout des points d'entente en fonction des projets. Et je le dis aussi d'ailleurs à des députés
qui sont des députés de gauche et qui peuvent nous rejoindre. Nous avons aujourd'hui une discussion sur la question des énergies renouvelables. Oui. Ce serait quand même un comble que des députés qui ont porté pendant des années des convictions pour le coup, là, les groupes sur sont ces plutôt ouverts. sujets-là. Les présidents de groupes écologistes et socialistes se sont montrés plutôt ouverts. Mais c'est assez différent de l'attitude des Républicains. je crois que c'est une nécessité. On dit tous qu'on a besoin d'un mix énergétique. Mix énergétique, ça veut dire et du nucléaire, et il faut accélérer évidemment, et ce sera l'objet notamment de ce qu'on doit faire sur la programmation nucléaire, et sur le renouvelable. Donc ça veut dire que là, on aurait des députés qui viendraient voter contre la capacité que notre pays aurait d'être plus souverain et de permettre de produire plus d'électricité dans un moment où, on le voit bien, on a quand même une tension qui est extrêmement importante sur les enjeux énergétiques. Je pense qu'on ne peut pas se le permettre. Vous faites le pari, effectivement, de la responsabilité, en tout cas de votre point de vue. Restons sur les questions énergétiques, puisque vous les évoquez, sur les coupures. On a compris en début de semaine l'agacement du président de la République sur la manière dont le débat tournait. Sauf que l'agacement, il était contre qui? Contre son gouvernement. C'est son gouvernement qui a demandé au préfet, qui a envoyé une circulaire pour qu'on se prépare à tous les scénarios, y compris celui du pire. Non, je crois que l'agacement, il est envers ceux qui parfois s'expriment et qui ne sont pas habilités à le faire et qui inquiètent les Français. Et là, vous pensez au porte-parole d'Enedis qui quand évoquait j'entends l'idée quelqu'un qui donne le sentiment que le gouvernement, la majorité, n'en aurait rien à faire d'avoir des personnes qui seraient fragiles et qui seraient en risque chez elles, alors que c'est l'inverse de tout ce qu'on essaye de est-ce faire. qu'il n'a pas dit en réalité, peut-être absurde. maladroitement, mais une vérité, à savoir qu'y compris des personnes qui sont en soins à domicile pourraient être visées par des coupures de courant? C'est la vérité. Moi, ce que je dis surtout ce matin et ce que je dis aux Français, c'est que notre enjeu collectif, c'est quoi? C'est de faire en sorte que nous n'ayons jamais besoin d'avoir des coupures. C'est ça notre enjeu. Donc le message maintenant, c'est pas on se prépare à tout, c'est tout va bien. Mais non, c'est pas tout va bien. On sait qu'on est dans une situation qui est difficile. On sait qu'on est dans une situation tendue parce que nous avons un enjeu sur notre parc nucléaire, parce que nous avons une production d'électricité qui doit pouvoir augmenter pour faire face justement à des difficultés importantes, peut-être à un mois de janvier qui serait particulièrement rigoureux. C'est ça la réalité de ce à quoi on doit pouvoir se préparer. Donc évidemment, on doit anticiper. Vous nous dites souvent, est-ce que vous avez suffisamment anticipé? On ne peut pas nous reprocher là de le faire. Donc évidemment, non, mais maintenant vous avez l'air de vouloir cacher que vous anticipiez, comme si c'était devenu tabou à l'inverse. Non, mais parce que je pense qu'à un moment, créer de l'anxiété dans le pays, parce que tout d'un coup, moi je le vois bien en tant que député, on est harcelé de questions qui sont légitimes en disant mais qu'est-ce qui va se passer dans les écoles? Qu'est-ce qui va se passer pour mon enfant? Et qu'est-ce qui va se passer pour mon parent, etc. Qu'est-ce qui va se passer dans les écoles? Parce que les parents justement se disent, je sais bien. On nous dira 3 jours avant que l'école peut fermer. On est dans un pays où on s'est targué de rouvrir les écoles en plein Covid et on ne pourra pas les garder ouvertes en plein hiver juste pour des questions de courant. Encore une fois, ce que je dis, c'est qu'on a la capacité dans notre pays, la capacité collective à tenir et à faire en sorte que nous n'ayons jamais besoin d'avoir de coupures pour faire face à un hiver qui serait en effet particulièrement rigoureux. C'est ça notre enjeu. C'est pas d'angoisser les Français par avance en se disant attention, le pire pourrait arriver. Par contre, en effet, si jamais ça devait arriver, bah oui, évidemment, on sera prêt. On sera prêt pour protéger l'ensemble des Français et qu'aucun d'entre eux ne se retrouve en risque. Sur les écoles, ça ne changera pas. L'agacement du président ne va pas faire en sorte qu'on préserve les écoles comme on les avait préservées il y a 2 ans. Mais encore une fois, moi je pense que nous n'aurons pas d'écoles fermées parce que tout simplement, nous avons les capacités dans notre pays, encore une fois, une capacité collective à faire en sorte de tenir. La Première ministre a annoncé hier une nouvelle aide carburant à partir de 2023. Elle remplace la ristourne à la pompe. Ce sera 100 € pour 10 millions de Français, potentiellement. Ça ne concernera pas, en revanche, les chômeurs. Parce qu'elle nous a dit que c'était pour les travailleurs. Quand on est chômeur, comment est-ce qu'on sera considéré? On essaye, nous, d'avoir une aide qui est une aide plus ciblée. Oui. On a fait une aide qui était extrêmement importante sur le carburant. On a fait baisser les prix du carburant parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, en effet, pour un certain nombre de Français qui doivent pouvoir utiliser leur voiture. Là, la question, c'est de se dire, est-ce que c'est tenable budgétairement pour notre pays de continuer à financer le carburant? Est-ce que c'est même souhaitable, d'ailleurs, sur les enjeux d'énergie fossile? Donc, on supprime en effet progressivement cette aide au carburant et on la remplace par une aide ciblée pour celles et ceux qui doivent aller travailler en utilisant leur voiture. Et sinon, ça veut dire qu'on garderait une aide pour tout le monde. Les demandeurs d'emploi, ils doivent aller chercher un emploi. Parfois, ils ont aussi besoin d'une voiture. Mais de la même manière qu'il y a d'autres catégories de Français, les personnes qui sont retraitées, qui ont besoin aussi parfois d'utiliser leur voiture pour se déplacer. Nous, on considère qu'à un moment, il faut donner une priorité au travail dans notre pays. Avouez que c'est étonnant de faire la réforme de l'assurance chômage, de dire on va durcir les conditions d'indemnisation pour inciter le retour à l'emploi, et quand il y a une aide, qu'elle ne concerne pas les demandeurs d'emploi. Vous savez que les demandeurs d'emploi sont largement aidés sur les questions de mobilité. Ils sont aidés sur la capacité à pouvoir acheter des voitures.
ils sont aidés sur des locations de voitures, ce sont des aides qui existent, qui peuvent demander à Pôle emploi dans leur propre département, qu'ils sont aidés sur les titres de transport, évidemment. Donc il y a un accompagnement, c'est pas comme si En revanche, il y avait ça concernera bien les véhicules électriques, pour le coup. L'idée, c'est évidemment tous les véhicules pourront être accompagnés, mais surtout, en effet, pour celles et ceux qui travaillent. Et je pense que c'est important aussi d'envoyer ce message-là aux Français, parce que souvent, on a un certain nombre de personnes qui, justement, travaillent, qui ont l'impression d'être moins aidées que d'autres. Mais vous dites, je crois qu'il faut une priorité sur celles et ceux qui travaillent et qu'il faut, à un moment, assumer de cibler des aides, parce qu'on ne peut pas, en effet, maintenir budgétairement une aide pour l'ensemble des Français. Mais vous dites que ça coûte beaucoup. En l'occurrence, là, c'est à peu près 1 milliard pour l'aide présentée par la Première ministre. Mais ce sera jusqu'à quand? Tant que les prix resteront hauts, le gouvernement continuera à aider, même si ça doit durer plusieurs années? Je ne crois pas que ce soit encore une fois souhaitable. Le simple fait qu'on subventionne quelque part l'énergie fossile n'est pas quelque chose qu'on souhaite évidemment pouvoir voir perdurer. Par contre, on a besoin, face à une inflation qui est puissante, nous avons l'inflation la plus faible d'Europe, mais elle reste quand même puissante et parfois trop lourde à supporter évidemment pour beaucoup de Français. Donc je pense que c'est important que dans ces moments qui peuvent être des moments de tension sociale, eh bien qu'on accompagne encore une fois celles et ceux qui n'ont pas d'autre choix. Tension sociale, on lit en filigrane que vous avez un peu peur d'un effet gilet jaune où à cause des prix des carburants, il y aura une grogne sociale qui reviendrait. Non, mais ce n'est pas le fait d'avoir peur. C'est le fait qu'à un moment, il faut reconnaître qu'il y a des Français et qu'on n'est pas tous égaux, face à l'inflation, qu'on n'a pas tous la même capacité tout simplement à absorber une augmentation des prix. Et donc que c'est légitime, encore une fois, d'accompagner celles et ceux qui peuvent être les plus vulnérables. Et en l'espèce, moi je pense par exemple à nos aides à domicile qui vont rendre visite à nos parents, à nos grands-parents. Eh bien, on en a besoin socialement, mais c'est quand même légitime aussi qu'on les aide et qu'on les accompagne. Moi, j'ai pas envie que ça leur coûte d'aller travailler le matin. Il faut que ça leur coûte pas d'aller travailler le matin, mais il faut faire en sorte que le travail paye plus, paye mieux. Et il faut faire en sorte, parfois, conjoncturellement, de les aider, comme là, on va le faire sur le carburant. Il y a un enjeu de ces prochaines semaines, c'est aussi la 9e vague de Covid. On a atteint les cas quotidiens, la barre des 100 000 sur 24 heures. Ça ne s'était pas produit depuis le mois de juillet. On a vu cette semaine au Parlement le gouvernement masqué pour la première fois depuis très longtemps. Il y a des associations qui, ce matin, dans la presse, demandent le retour du masque obligatoire dans les lieux où il y a de la promiscuité. Ils pensent au transport, aux pharmacies, aux magasins. Est-ce que vous le souhaitez aussi ? Moi, je crois qu'il faut qu'on soit tous vigilants. Déjà, le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est la question de la vaccination. On a cette 4e dose, vous le savez, qui est ouverte aux personnes qui ont plus de 60 ans, aux personnes à comorbidité, aux personnes qui côtoient en permanence des personnes qui sont fragiles. C'est une manière de me dire non pour le masque obligatoire. Non, c'est d'abord une manière de dire un grand oui à la vaccination dans un moment où parfois on a le retour de théories complotistes, de théories anti-vax, y compris parfois même à l'Assemblée nationale, quand il s'est agi de la réintégration des soignants non vaccinés. Donc quand vous avez des parlementaires qui eux-mêmes font appel aux théories complotistes, portée par la France Insoumise. Ça n'aide pas vraiment à faire avancer le débat. Donc je dis d'abord à toutes celles et ceux qui sont éligibles à cette vaccination avec cette 4e dose que c'est le meilleur levier évidemment pour être protégés eux-mêmes et pouvoir évidemment protéger les autres. Et sur le masque ? Et sur le masque, écoutez, moi je l'ai remis à l'Assemblée nationale parce que je trouve que je suis jeune maman et que je pensais que c'était mieux de le porter parce que c'était une protection pour moi-même et aussi pour les autres. Mais vous ne souhaitez pas qu'il soit obligatoire ? En tout cas, moi je pense qu'il faut qu'il y ait une forme de citoyenneté qui se réexprime à ce moment-là, parce qu'à partir du moment où il y a une circulation importante du virus, il vaut mieux évidemment, dans les endroits où il y a beaucoup de promiscuité, où il y a beaucoup de monde, notamment la question des transports en commun, le porter. Si on voit, et si notamment les recommandations à un moment de la Haute Autorité de Santé, c'est de se dire que vraiment on est dans un moment de tension épidémique et qu'il faut que le masque redevienne obligatoire, je pense qu'il ne faut pas avoir de tabou là-dessus. Ce qui est important, c'est que là déjà, et on le voit de plus en plus dans les transports... à condition que ce soit une demande des autorités de santé. Il suffit de prendre le métro pour voir qu'à un moment, les Français d'eux-mêmes, assez naturellement, le reportent de manière importante aussi parce qu'il y a d'autres virus qui circulent, la grippe notamment, la bronchiolite pour les petits. Mais donc la responsabilité, pas l'obligation. Pour l'instant, oui. À l'Assemblée, la semaine prochaine, il y a un député qui sera dans l'actualité, c'est Adrien Quatennens, c'est la France Insoumise, puisqu'il comparait pour un plaidé coupable à propos d'une gifle au moins donnée à sa femme et de SMS envoyés. Une fois condamné, est-ce que vous considérez qu'il aura payé à la société et qu'il pourra revenir dans l'hémicycle ? Déjà, j'attends de voir ce que la justice dira ou pas, et vous savez que on verra. Ce n'est pas à moi de me prononcer sur potentiellement la peine qui pourrait être la sienne. Après, moi, ma conviction de parlementaire et ma conviction de femme, c'est qu'un homme qui serait condamné pour des faits constitutifs de violence conjugale ne peut pas dignement représenter ensuite les Français, ne peut pas représenter les femmes. Vous savez, c'était quand même assez cocasse de voir que sur un texte qui parlait de lutte contre les violences faites aux femmes qu'on a eu à étudier la semaine prochaine, on avait des amendements, donc des propositions qui étaient signées du nom d'Adrien Quatennens. C'était quand même assez choquant, en vérité, de se dire que le même
qui a reconnu des faits qui sont des faits constitutifs de violence conjugale, parce qu'en général, vous savez, les violences conjugales, ça commence par une première gifle. En même temps, les Insoumis vous font remarquer que vous avez dans votre groupe Damien Abad qui est visé par plusieurs accusations de viol, ce qui est très grave aussi. Ce qui est évidemment très grave, mais je crois qu'il y a la présomption d'innocence qui s'applique pour un homme qui a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. Moi, je ne peux pas condamner par avance toutes celles et ceux qui, demain, auraient des plaintes qui existeraient. Au point de lui confier une présidence de groupe d'amitié, parce que François Liban, il a la présidence du groupe d'amitié, c'était pas forcément nécessaire. Ou alors on passe, encore une fois, d'un régime de présomption d'innocence à un régime de présomption de culpabilité. Et là, on sort de l'état de droit et on sort de la démocratie. Par contre, pour quelqu'un qui a reconnu des faits constitutifs, encore une fois, de violence conjugale, je ne voudrais pas qu'on minimise ça. Il suffit de parler à des femmes qui ont été victimes de violences. Il faut parler à des associations. Ça commence par une gifle, ça commence par une baffe. Et je crois que dans ces cas-là, votre place, en effet, elle n'est plus dans l'hémicycle. Mais celle de Damien Abad, si. Je crois que pour toutes celles et ceux, et il y en a d'autres, qui, en effet, sont présumés innocents, alors, en effet, ils doivent rester présumés innocents. Merci beaucoup, Aurore Berger, d'avoir été là ce matin. Dans un instant, Elisabeth.